Bonjour à tous et bon appétit. Si vous êtes à table, nous sommes avec vous jusqu'à 14 heures. Dans un instant, on va recevoir M. Jacques-Marie Clair. Bonjour. Bonjour. Il est l'auteur d'un ouvrage qui vient de sortir, Guadeloupe, regard croisé. On va en parler pendant le temps qu'il faut. Ensuite, on va recevoir José Thiour-Lepin, notre chroniqueuse du mercredi. Merci l'habitude. Et puis, on va terminer avec Joël Damas, chroniqueuse aussi du ZCL. Elle a invité Little Doll, nous sommes contents, c'est une artiste de dancehall. Et Tyrone T, un autre artiste-compositeur. On va parler, bien sûr, de musique. Sinon, l'actualité, aujourd'hui, c'est le migrant à Parola Mornalo. Michel Irak était sur place. La grève dans la poste sud PTT, ça c'est reparti. Si vous vous souvenez, il y a, pendant le Nord, on est resté longtemps sans courrier. Ben, grève là, ça reparti. On fait Charles Diagonia s'est rendu sur place. Vernissage à Petit-Bourg de Terre d'Ombre et Voyage de Lumière de Jean-Marc Louis et c'est Vianney Valverde. Et puis on va terminer par un petit voyage sur le bateau puisque Maurice Cessé, il est en voyage. Et comme chaque fois qu'il est en voyage, ben, il nous envoie de petites musiques et de l'information. Voilà ce qui fait l'actualité du ZCL aujourd'hui. Et je vous l'ai dit, on va commencer avec cet ouvrage de M. Jacques-Marie Clair. Jacques-Marie Clair qui est un cadre de la fonction territoriale aujourd'hui à la retraite, mais il prend son temps pour écrire sur son pays. Et M. Marie Clair, je vais vous dire quelque chose. Quand je reçois un livre de politique, je commence par la fin. Savoir quelles sont ses propositions pour l'avenir de la Guadeloupe, puisque c'est vrai que l'ouvrage, il est en plusieurs parties. Il y a le passé, le présent, l'avenir, et puis il y a sur la conclusion. Et sur la conclusion, j'ai retenu quelque chose qui m'a fait tilter. Je vais vous lire ce petit passage. Pour envisager l'avenir de la Guadeloupe, il est crucial de considérer l'ensemble des facteurs mentionnés dans la construction commune. Bien trop souvent, il nous est rappelé que certaines vérités peuvent être omises sous prétexte qu'elles ne seraient pas bonnes à divulguer. Quelles vérités ne sont pas bonnes à divulguer? Alors, il faut dire déjà merci de me recevoir. Jacques-Marie Clair, bon, comme tu l'as bien dit, cadre traité de la fonction publique territoriale. Alors, ce n'est pas le politique, loin de là, c'est un citoyen qui a voulu écrire à travers un désir de partager les perspectives qui affectent les problématiques de notre quotidien. Alors, à partir de ce que tu viens de dire concernant donc des vérités, parce que souvent, on dit que toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire, mais il faut dire les choses. Et l'idée d'écrire m'est venue lors de plusieurs discussions, et principalement avec une amie, pour ne pas la citer, Hotel Chid, qui me disait, Jacques, pourquoi on n'a pas écrit? Donc, nos discussions prenaient une heure et demie. Et elle me disait, est-ce que tu notes ça quelque part? Mais face sur un média et dire ce que tu penses. Je lui disais que les gens n'aiment pas entendre la vérité. Mais Jacques, non, il faut y aller. Et la vérité, c'est de dire que, oui, il faut parler franchement aux gens. Il faut dire ce qui se passe, relater les faits comme ils sont. Et dans les échanges que j'ai eus avec mes compatriotes, avec les Guadeloupéens, je me suis rendu compte que les gens ont beaucoup de choses à dire, mais n'osent pas dire. Et à travers ça, je me suis dit, si une opportunité se présentait un jour, pourquoi pas? Et c'est à force de me titiller dessus que je me suis dit, bon, écrire oui, mais sur quoi, pourquoi, pour qui? Et après, je me suis rendu compte que nos propres freins, c'est nous-mêmes. On n'ose pas. Et quelque part, un jour, un tiroir dans mon cerveau s'est ouvert. Je me suis dit, mais bon, vas-y, m'écrire sur quoi? Et l'idée m'est venue, je me suis dit, la Guadeloupe. Et quand j'ai pensé à la Guadeloupe, j'ai pensé aux échanges que j'ai eus avec les compatriotes. Parce que chaque fois, on discute, on raconte. Mais je dis, bon, c'est le regard de tout un chacun. Regard croisé entre eux, pourquoi pas, passé, présent et avenir. Et c'est ainsi que j'ai constitué le titre de mon livre et de dire qu'il faut y aller franchement, dire les choses comme elles sont, ni en sachant que je ne suis pas historien, je ne suis pas... Non, je suis moi et je dis les choses comme je le pense à travers les désirata de tout un chacun. D'accord. Alors, on revient un petit peu sur le bouquin, sur l'ordre du bouquin. Bon, bien sûr, il y a présentation de la Guadeloupe, mais j'ai vu qu'il y a un long chapitre sur le Bumidum. Pourquoi? Alors, il faut dire que j'ai capturé les moments clés à partir des années 1960 pour me situer effectivement dans mon livre. Et j'ai pensé à mon frère qui est parti dans ce cadre-là, puisqu'il ne travaillait pas à l'époque, il est parti
durant ces années, son arrivée à Paris. Ensuite, ce sont des personnes qui vivaient dans les foyers. Il était parti pour pouvoir travailler. Et on savait à l'époque, effectivement, le bim-dom, cette émigration qu'il y a eu vers la France. D'autant plus qu'il y avait un chômage massif qui se présentait en Guadeloupe. Alors, là aussi, c'est le vécu de ces personnes-là. Et il y a des choses aussi qui sont restées cachées. Il y a eu ceux qui ont réussi, mais il y a d'autres aussi qui n'ont pas réussi. Et à travers ça, j'évoque même le cas de certaines personnes qui ont connu des difficultés et qui n'ont pas osé dire. Et c'est de là aussi, je dis qu'il y a certaines vérités qu'il faut dire. Il faut que les gens sachent, oui, ça s'est déroulé ainsi. Je lis donc que le bimidome a eu un impact majeur sur la démographie de la Guadeloupe. Les chiffres montrent une baisse significative de la population active entre 1974 et 82, suivie d'une augmentation marquée de l'immigration après 82. Ouais. Alors, tout ça, c'est pour dire, effectivement, là, on parlait de la fuite des cerveaux. Parce qu'on dit bien qu'un pays où, effectivement, sa jeunesse s'en va, c'est un pays, il faut dire, qui se meurt. Et cette fuite-là, effectivement, elle n'a pas été favorable pour nous. À telle enseigne, elle n'a pas été favorable pour nous, mais de l'autre côté, il fallait bien comprendre que ces personnes-là étaient à la recherche d'emploi et trouvaient facilement un emploi. Mais ce qui m'a interpellé dans les discussions que j'ai eues, c'est des personnes d'un certain âge disaient qu'elles ne voulaient pas que leurs enfants connaissent le même sort et que dans les plantations, c'était vraiment difficile. Et le fait que c'était difficile, donc ils voyaient que leurs enfants partent inconsciemment. Je disais que tout en mine de rien, on organisait une forme de bimidome aussi, qu'ils partent, qu'ils deviennent des médecins, des architectes, tout ce qu'on voulait. Et fait plus grave, en discutant, et elles allaient même à dire aux enfants, souper aussi, souper blanchi pour là, avant nous, etc. Donc, pour montrer quelque part, il y avait une forme d'inconscient même dans le comportement même de nos parents qui voulaient à tout bout de champ qu'on sorte de cette misère et qu'on aille voir ailleurs ce qui se passe. Alors là aussi, cette partie-là, je crois, a joué un rôle capital dans la déconstruction sociale. C'est où je parle. Je parle de déconstruction sociale pour dire autant de jeunes qui partaient, qui sont pas restés, et ça a créé pour moi donc une sorte d'explosion au sein de la population. Alors, il y a quelque chose qui m'a fait un peu sourire. Et alors, le choc du retour et du non-retour. Pour ceux qui revenaient, le séjour en France, je ne dis pas métropole, hein, on mettait métropole, moi, son mot en bas, avait modifié leur manière de parler, d'agir, et même de se percevoir eux-mêmes de leur île, l'adoption de certaines intonations françaises, comme le rouler des R. Alors oui, alors ça aussi... on parle d'un poumon et masque blanc d'ailleurs. Alors ça aussi, c'est des expériences vécues. Alors, donc il y avait ce qu'on appelle une sorte de dualité au niveau de la culture, et une sorte de bicaméralisme même culturel, parce que lorsque ces gens-là partaient, c'est vrai, c'est Guadeloupe, pas de problème, et quand ils arrivaient en France, donc ils s'adaptaient à une autre culture. Et quand ils revenaient en Guadeloupe, tout de suite, on voyait que c'était en France parce qu'ils roulaient à peine, etc. Et ils avaient l'impression aussi que le fait que nous, on n'avait pas voyagé, c'est qu'on ne connaissait rien, qu'on était des ignares. Et eux, ils sont allés à la recherche de l'information, de la culture. Alors, ce sont des savants, etc. Ils maîtrisent, ils connaissent. Ce sont des choses que j'ai vécues. Et là, bon, je ne dirais pas si c'était ridicule. Et après, j'ai rien, faut pas qu'on est rien. C'était ça, à peu près. Et la particularité, c'est que lorsqu'ils discutaient aussi en famille, ils prenaient l'air de je connais tout, je maîtrise tout, j'ai voyagé, que toi, tu n'as pas encore voyagé. Et c'était ça là. Après, pour bien s'adapter, se retrouver dans son milieu ambiant, donc il y avait donc ce schisme qui existait. Alors, l'autre problématique qui est suite à cette baisse démographique aussi, et déjà, c'est une critique que je reçois souvent ici, l'accès aux EHPAD d'une rupture familiale pour un prix exorbitant. Alors c'est vrai que les EHPAD, j'ai évité ça à ma mère jusqu'à son décès, mais les EHPAD, c'est le luxe pour les pauvres. C'est le luxe. Et il y a une contradiction aujourd'hui, M. Adonis. C'est vrai, c'est un luxe pour les pauvres, mais en même temps, on entend qu'aujourd'hui, que le gouvernement est à la recherche de 40 milliards et ponctionner où
sur les retraités. Oui, oui. Donc c'est là le paradoxe. Comment voulez-vous, à travers une population qui vieillit, puisque les chiffres de l'INSEE récemment ont donné que la Guadeloupe devient le 2e département après la Martinique. Donc, pour dire que quelles sont les politiques publiques qui sont mises en place et est-ce que cela répond effectivement aux besoins des personnes âgées. Sachant qu'aujourd'hui, il faut le reconnaître, il y a près de 3 à 4 générations qui cohabitent aujourd'hui. Et c'est où je dis l'intergénéralité, c'est une chance pour tous et que chacun peut tirer à profit de ces expériences-là. Alors, venons un peu au présent, puisque c'est très important dans votre ouvrage, c'est la partie économique. Et je note que cette nécessité de développer la production locale a été réaffirmée par le mouvement social de 2009. Alors, pourquoi je le dis? C'est-à-dire qu'il y avait cette volonté-là, cette volonté de développer cette économie. Mais je crois il y a un tournant qui nous a échappé. Vraiment un tournant qui nous a échappé. Et en même temps, je dis, avons-nous un modèle économique en ce moment pour dire, bon, voilà, qu'on s'appuie sur tel modèle économique pour pouvoir développer à la Guadeloupe. C'est là tout le questionnement aussi chez nous. Il faut le créer à partir de ce qu'on est. Oui, mais... Il n'y a pas de copier-coller. Non, il n'y a pas de copier-coller, mais c'est vrai. Mais en même temps, je dis, si on veut développer, il faut qu'on commence déjà par un modèle. Et lorsqu'on commence par un modèle, ça a fait son expérimentation, ça a fait ses preuves, et on continue. Et aujourd'hui, et la preuve, les informations dernières donnent au niveau économique que le BTP connaît des problèmes. Oui. Beaucoup d'entreprises même souffrent. Mais quelque part, mais ça reste là. On vit là le quotidien comme s'il n'y a pas de problème. Il y a des problèmes. Mais je dis qu'il faut là, effectivement, s'asseoir, vraiment se pencher sérieusement sur cela et se dire... Où allons-nous? Où veut-on mener notre belle Guadeloupe? Oui. À partir de cela, et où je parle effectivement de s'entendre, se comprendre, s'informer, réunissons-nous. C'est-à-dire, oublions effectivement les positionnements politiques des uns et des autres. C'est la Guadeloupe. C'est la Guadeloupe, il s'agit de la Guadeloupe pour que demain, qu'on soit un repère, qu'on soit un modèle. Oui. Je ne voudrais pas, et je le dis sincèrement, qu'on soit effectivement un modèle, un repère uniquement en voyage touristique, que nous sommes les premiers, en Champagne, que nous soyons les premiers, mais que nous soyons les premiers dans d'autres domaines. Même si on dit que terre de champion, etc. Mais je dis aussi qu'il faudrait que la Guadeloupe brille économiquement et qu'on dise demain, voilà, une Guadeloupe prospère, etc. Alors, on aborde un petit peu le problème économique, mais surtout le problème politique, puisque vous écrivez... Cependant, le problème de la faiblesse de la production locale en Guadeloupe n'est pas un problème d'autonomie de la Guadeloupe comme certains le font croire. Oui, c'est-à-dire, à travers ça, lorsque je le dis, si on se met vraiment ensemble, d'autant plus, hein, et récemment, je discutais avec certaines personnes, on parle souvent de souveraineté alimentaire. Oui. Lorsqu'on parle de souveraineté alimentaire, on dit non, il ne faut pas les jouer bateau piquer rentrer. Bon. Mais je dis, si on se met ensemble, je prends des exemples très simples. Et hier soir, je discutais avec une voisine et je lui disais, ne serait-ce que dans la filière agricole, lorsqu'on sort de cette filière, que nos enfants, nos élèves sortent de cette filière, est-ce qu'il y a derrière une organisation pour dire, OK, la Guadeloupe, c'est d'accord, c'est en termes de caprins, de bovins, effectivement, que nous avons, cette possibilité de nourrir suffisamment ce territoire? Je me pose cette question-là. Et je vais encore plus loin. Et je dis que partout, on va éclore ce qu'on appelle en permaculture, des petits jardins collectifs, etc. Mais je dis aussi, pourquoi, à une période bien précise, on me dit que le kilo de tomate, par exemple, doit me revenir à 9 €. Par exemple, j'exagère dans le prix. C'est cher. Non. Organisons-nous. Organisons cette filière sur la durée. Quand, au niveau maraîcher, c'est terminé, mais on sait qu'une autre période, on peut trouver autre chose. Et si nous ne sommes pas organisés, je le dis ouvertement, on va parler de midi à 14 heures, mais c'est notre faute à nous. C'est aujourd'hui que tous nous sommes concernés. Tous nous sommes concernés. Déjà, souvent, on dira les politiques, mais c'est tout un chacun à prendre à bras-le-corps le problème et faire de cette Guadeloupe une Guadeloupe prospère. Alors, le secteur touristique, pour vous, c'est important ou pas? Le secteur touristique est très important. Mais quand je dis très important, la preuve, ça peut être aussi un modèle économique. Et à travers ça, je prends un exemple très simple. Et je prends le cas sur le Nord Grande Terre. Je dis, nous avons connu Beauport.
nous avons connu la SEGT, nous avons connu la GIL, nous avons connu la SOPAG. A-t-on pensé vraiment, nos politiques d'une manière générale, tout un chacun, a-t-on pensé à une économie de substitution pour dire, voilà, le Nord Grand Terre, que faire du Nord Grand Terre sur le plan économique? Oui. Jusqu'à présent. Oui. Or, on avait les plus beaux cheptels du monde, les plus belles vaches. Et jusqu'à présent, nous sommes où? Ou bien développer le secteur touristique sur le secteur maritime. Moi, je dis tous les ports de pêche que nous avons en Guadeloupe, donner une orientation vraiment économique à cela, permettre aux touristes de venir ou de partager. Donc ça, c'est une décision politique. Et partager, que ce soit en Basse-Terre, en Grande-Terre, Sud-Basse-Terre, Sud-Grande-Terre, etc. Bon, comme je dis, même si la décision, elle est politique. C'est une décision politique. Oui, mais elle est une décision politique, mais de nous, de nos hommes politiques, mais des Guadeloupéens. Oui, mais les Guadeloupéens votent pour. Alors, je ne vais pas tout insister sur la question de l'eau, puisqu'on sait déjà, tout a déjà été dit. Et rien pas au fait, réellement. Alors, il y a quelque chose qui m'a interpellé aussi. La voiture, c'est le mode de transport privilégié du Guadeloupéen. 73%, c'est un chiffre de l'INSEE, je suppose, des déplacements quotidiens en Guadeloupe se font en voiture. C'est le résultat du Conseil général. Mais plus loin, le Guadeloupéen et sa voiture, une histoire d'amour. Oui, c'est une histoire d'amour. La preuve, lorsqu'on voit les voitures transformées, avec de grosses de musique, etc. Et ensuite, bon, on voit quelqu'un qui nettoie sa voiture, etc., convenablement prend soin de sa voiture, ne pas s'asseoir sur la voiture de la personne, etc. Non, il y a un véritable amour, hein. Non, il faut le reconnaître, entre le Guadeloupéen et sa voiture. Et le budget du Guadeloupéen pour sa voiture est aussi important? Alors, il faut dire qu'à quelquefois, ça c'est dans les anecdotes, que la voiture représente comme si c'était une femme pour le Guadeloupéen et vice-versa. Ah bon, à ce point-là? À ce point-là. Ouais, mais grave même. Bon, alors, revenons un peu au niveau politique. Alors, il y a plusieurs schémas qui s'opposent, autonomie, 73-14, etc., etc. Ouais. Quelle est votre position sur cette question en tant que politique? Alors, c'est-à-dire que souvent, moi, je pars du principe en disant, et c'est là, j'insiste dessus, ma position, elle est claire. Et je dis, avant de parler d'autonomie, d'indépendance, de statu quo, informer la population et faire même de la pédagogie. C'est quoi l'autonomie? C'est quoi l'indépendance? C'est quoi le statu quo? C'est quoi l'Assemblée unique? Etc. Et même hier, j'étais en train de réfléchir, puisque les idées viennent souvent, en disant même des spots publicitaires, faire sur les médias. Aujourd'hui, comme sur un média, on parle de vos droits. Aujourd'hui, on peut parler de, OK, question juridique, voilà, autonomie, voilà le statu quo, voilà. Alors, où ça peut amener, etc. Mais quand on nous dit aujourd'hui, de toute manière, qu'on a au niveau du Congrès, l'idée qui est mise, par exemple, c'est l'Assemblée unique, je dis et je parie, et ça c'est expérience vécue, quand je discute avec mes compatriotes, ils sont perdus. Oui. Ils ne sentent pas la différence entre la situation actuelle et l'autonomie, parce que vous dites bien, parler d'autonomie au Guadeloupéen évoque avant tout une rupture pour beaucoup. Non, alors rupture avec la France. Ah oui. Perte de grand nombre d'avantages. Je pense à votre ami Toto Victorin en 2003. L'autonomie est aussi source de multiples confusions du fait des usages sociaux et politiques dont elle est l'objet, sans que son contenu ne soit toujours défini. Alors c'est ça. Alors, donc, à travers ça, je voulais dire que le fait qu'on parle aux gens autonomie, autonome, etc., les gens croient qu'il y a une rupture totale. Oui. Donc, on va perdre des droits, on va perdre ceci, on va perdre... Et c'est là, j'insiste pour dire, si on expliquait convenablement les tenants et les aboutissants, éclairer l'esprit des Guadeloupéens, éclairer... Là aussi, c'est une question que vous posez aux politiques, c'est le travail des politiques. Ça. Voilà, c'est ce que je dis, éclairer, faire de la pédagogie à outrance. D'accord. Et parce que vous dites bien que la frilosité des élus locaux... Les élus, oui, je ne peux pas parce que... Oui, non, mais je note... non, parce qu'effectivement, de toutes les manières, vous savez... C'est les élus qui ont peur, alors, finalement. Alors, la peur, elle est à plusieurs niveaux, je dirais. Elle est à plusieurs niveaux. Moi, je dis, et c'est où je dis qu'il faut parler franchement aux gens. La vérité, il faut dire la vérité. Donc, la peur... Et souvent, on a l'impression que quand un homme vient, un politique vient... il a une place, il n'a pas envie de perdre sa place. Et quand d'autres émergent, il ne faut pas revenir là. Ouais.
Et on fera tout pour vous barrer la route. D'accord. Quoi de plus naturel de dire, on t'accompagne pour qu'on aille plus loin. Peut-être c'est d'autres idées qui émergent. Et de dire, on avance ensemble, chacun avec des idées qui pourraient effectivement faire grandir la Guadeloupe et faire grandir les hommes. Co-construire vers une démocratie plus participative, c'est ça l'idée? Alors oui, il faut aller vers ça. Et la participation de tous. D'accord. Bien. Ben écoutez, c'est un nouveau bouquin, bon, on peut que le conseiller guadeloupéen, et il arrive à un an des législatives municipales. Donc c'est un bouquin de pédagogie. Un bouquin de pédagogie. Oui. Alors c'est ça que j'ai voulu faire, pas en tant que politicien, loin de là, mais en tant que citoyen. C'est politique. Hein. Oui, dans un pays colonisé, tout est politique. Même l'émission que je fais est politique. C'est-à-dire qu'on peut donner effectivement l'aspect de quelque chose. Mais c'est d'une manière générale, c'est apporter des connaissances. Bon, et moi, si je l'ai fait, je l'ai fait ne serait-ce que pour mes enfants, mes petits-enfants, que le Guadeloupéen puisse trouver quelque chose et dire, bon, voilà qu'on a écrit sur la Guadeloupe. Des signatures sont prévues déjà? Des signatures sont prévues déjà, bon, en auto-édition. Bon, oui. Les gens peuvent m'appeler au 06 90 31 29 21. Et bientôt, bon, je serai dans des médiathèques pour pouvoir effectivement dédicacer mon livre. D'accord. Je ne peux pas ne pas poser la question. Quelle nouvelle de la Canela Beach, de la Cabana Beach? C'est le statu quo. C'est-à-dire? Mais tout va pour le mieux. Bon, c'est-à-dire que dimanche, je peux aller manger là dimanche? Oui, ça fonctionne. Tout le bien réglé alors. Je ne sais pas si tout est réglé, mais c'est le calme plat. C'est le calme plat. Donc c'est tranquille. Ah non, mais pour l'instant... On m'a dit que les gendarmes continuent à aller manger là. Non. Mais tout le monde, tous les corps de métier. Tous les corps de métier. Je ne sais pas, pour lui. Même tous les corps de métier peuvent y aller. Alors, comment ça s'annonce? Peut-être que lui aussi il y va. Comment s'annonce les municipales à Port-Louis? À Port-Louis, les municipales? Oui. Alors, jusqu'à vous êtes candidat, j'imagine, quand même. Non, alors, jusqu'à nouvel ordre, je dis que les Port-Louisiens, si les Port-Louisiens sont à la recherche du meilleur candidat... Oui. Donc, je dis bien que si les Port-Louisiens sont à la recherche vraiment du meilleur candidat, oui, mais pas d'un bon candidat. Oui. À ce moment-là, je serai ici. Alors, il y a une question quand même, je ne peux pas ne pas poser à un Port-Louisien. Port-Louis a eu 2 maires indépendantistes, M. Barfleur, et puis entre-temps, il y a eu M. Artin, et puis il y a M. Jean-Marie Béo. Est-ce que, globalement, politiquement, ça a servi à la commune, ça a permis à la population d'avoir une conscience, j'ai envie de dire, nationale? Alors, il faut dire que la conscience nationale, d'une manière générale, est dans les esprits. Mais je ne pense pas que ça a eu un impact aussi fort. Sur la population. Non, sincèrement, selon moi, cela n'a pas eu un impact aussi fort au niveau de la population. C'est-à-dire qu'on est plus dans l'affect. On est plus dans l'affect, on n'est pas dans l'idéologie. D'accord. On est plus dans l'affect, on n'est pas dans l'idéologie. L'idéologie peut avoir... On peut être maire et être dans l'idéologie, c'est-à-dire dire aux gens en mai, je là, mais en sont indépendantistes. Oui, ça peut, oui, mais c'est possible, oui, c'est possible de défendre à ses idées. Je ne dis pas que ce n'est pas possible, c'est possible de défendre ses idées. Oui. Mais je dis que, de toute manière, il y a l'homme, il y a l'idéologie derrière. Et après, reste à savoir pour qui on vote. D'accord. OK, c'est dit. Jacques-Marie Clair, Guadeloupe, Regard Croisé, c'est à lire. Et c'est déjà disponible dans les librairies? Alors, pas encore. Donc, c'est de mon côté. Ça viendra. Pas de problème. On vous remercie d'être venu. C'est moi. 59. On a le temps de faire un petit sujet sur le migrant de parole à Morne-à-l'eau. C'est parti. Voilà. Merci. Pour les autres écoles, nous organisons aujourd'hui le Bic à parole à propos de la cuvée qu'on a organisée depuis tantôt. Ça nous fait notre 4e édition, donc on a toujours un thème. Et comme on est à l'approche de Pâques, donc le thème a été choisi, c'est autour du crabe. Le principe de ce projet pilotage cuvée, c'est à terme d'en faire un process qu'on pourra déplacer sur les autres communes de la communauté d'Aglo. Donc c'est en cela où c'est intéressant puisque c'est à la fois une expérimentation, mais en même temps une modélisation. Donc l'équipe de la DRTL de Morne-à-l'eau, on a décidé de travailler ensemble. Donc on essaie par ce thème de faire en sorte que les parents s'imprègnent, on entend la violence, on entend le harcèlement, on entend tout ça. On essaie par ce thème d'engager les parents avec leurs enfants pour qu'il y ait une fusion entre ces enfants-là et leurs parents. À Pâques, on consomme beaucoup de crabes. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a la journée du crabe à Morne-à-l'eau. Et donc, pour moi, c'est une occasion de sensibiliser les gens
sur la vie du crabe, faire comprendre comment vit le crabe et à quel moment le protéger et pourquoi le protéger. Alors c'est pour ça que j'interviens énormément, un petit peu partout, même dans les écoles, hein, pour faire comprendre et protéger ce crabe. En fait, à chaque fois, on essaie de réinjecter de la mémoire parce qu'on s'est rendu compte qu'on a un vrai problème de transmission. Et donc, c'est ça la finalité du pilotage QV, c'est réinjecter des connaissances populaires puisque nous souffrons énormément d'un déficit de politique culturelle. Donc, on a décidé de prendre le problème à bras le corps. Au lieu de critiquer, on fait. À la cantine, tu vois, dans la petite cour, on était dans la petite cour. Ouais. On a raconté les crabes et on a dit que c'est des crabes de vampires, ça peut exister. Ça, c'est pas mon café. Mais ça, c'est moi. Je suis le crabe et même la meilleure. Bonne fête de Pâques. Télévision. Alors, faut que bon. Voilà, il est 13h01. On prend la première pause. On se retrouve tout à l'heure avec notre prochaine invitée. C'est la belle Josée Thioulépin. Bonjour. Bien bonjour, Danick. Bien bonjour, tout le monde qui a regardé nous. Tout le monde est en place? Oui. Et nous, en quelle période là? Période de carême. Nous, en carême? Jusqu'à après-demain? Jusqu'à dimanche? Non. Et carême là, qui a fini vendredi saint. Vendredi saint. Samedi Gloria, nous, alléluia. D'accord, ok. À tout à l'heure. On la retrouve tout à l'heure, les 13h01, on prend la pause. Voilà, il est 13h07, nous sommes de nouveau avec vous. Je voulais dire, on va recevoir dans un instant Josée Thioulépin. Merci la petite, bonjour. Bien bonjour. Bien bonjour Danick, bien bonjour tout le monde qui a regardé nous et qui a écouté nous. On a le monde qui attend vous chaque semaine pour venir par la voix. Eh bien, bien bonjour tout le bon monde en moi. Oui, tout le bon monde et nous qui aimons les gens habillés. Jean Kagame, on va faire un petit tour du côté de la grève dans les postes dans le sud Basse-Terre. Alors l'autre fois-ci dans le sud Grande-Terre qui avait une grève qui a duré plus de 3 mois. Cette fois-ci c'est dans le sud Basse-Terre. Et c'est la raison pour laquelle Charlie Dagonia s'est rendu sur place, savoir ce qui se passe exactement. Reportage. Les travailleurs arrêté de travail par rapport à une situation qui a assez duré, hein, c'est-à-dire là, il y a une dégradation croissante des conditions de travail qui est due à un manque d'effectifs, mais aussi, même si on met effectifs là à niveau, nous rendons compte que ne peut pas exercer fonction ailleurs dans de bonnes conditions. La réalité, c'est qu'il a manqué au moins un monde pour qu'il y ait une situation de rotation sur l'ensemble des secteurs, c'est-à-dire des sites, parce que sur un secteur qui a composé 3 communes, Lamentin, Sainte-Rose et Déhais, et aujourd'hui là, travailler mis le sentiment qu'il est considéré comme, on peut dire que il n'a pas fait travailler correctement. Et ça a aussi montré que le management là, à la poste, il y a un genre assez agressif envers ce travail-là, parce que les managers qu'il a là, il n'y a pas ni l'effectif qui permet de ni en bonne rotation. Aujourd'hui là, nous avons buté sur un point. Le point là qui a buté là, c'est un point si nous commandons un monde supplémentaire dans les secteurs là. Et la poste veut nous là ça, mais qu'à mutualiser, qu'à mettre ici Bémao et si secteur Sainte-Rose. Alors, et sachant que Bémao aussi, secteur Bémao là, très en difficulté par rapport au taux des maladies très élevé, un taux d'absentéisme, parce que il y a un management aussi à Bémao qui n'est pas correct. Tout ça aussi, nous avons dénoncé. Et aujourd'hui là, ça nous a demandé, c'est que occupé principalement des Sainte-Rose, parce qu'on est 90% des agents de Sainte-Rose, du secteur de Sainte-Rose, qui est en grève. La preuve, c'est que les bureaux en laissé ces places-là fermés, ou bien qu'on bureau à plasticologue qui est ouvert, mais qui a fonctionné avant intérimaire, quoi. Alors, nous avons bien rendu compte que Jodla ne travaillait pas à Doubout pour demander une augmentation de salaire, mais pour une meilleure qualité de vie au travail et des meilleures conditions de travail. C'est pour ça que Jodla a travaillé Doubout. Alors, la réalité, c'est que nous parlons en l'eau. Hein. Depuis le mois de janvier, nous avons alerté la direction à niveau là, ça. Et seule réponse à la direction, c'est de faire des restructurations, encore une fois, en supprimant des positions de travail.
Alors, nous avons dit trop, c'est trop. C'est pour ça aujourd'hui là, nous laisse parler et travailler, décider de cesser le travail. Par ça, il va créer une mobilisation et une grève qui partit des pillés. C'est un mouvement qu'il va falloir suivre. Nous y reviendrons probablement en espérant que ça ne durera pas aussi longtemps que ça a été le cas dans le Nord-Grand-Est il y a 2 ans. Donc, trouvons une solution de médiation. 13h10, je vous l'ai dit, on va parler de carême. Carême en temps longtemps. Et c'est la chronique, mais c'est l'habitude générique. Très beau le costume. Moi, j'y prends bien bonjour. Et bien content vrai, tout le monde content vrai aussi, puisque nous avons une période particulière, ce qu'on appelle le carême. Le carême. Alors, c'est quoi exactement? Alors, la chronique s'adresse singulièrement aux jeunes générations, même les trentenaires, parce que la façon dont est vécu le carême aujourd'hui est très loin de ce qu'on vivait en temps longtemps à l'époque, même à mon époque, le carême en temps longtemps. Donc là, c'est vraiment pour permettre de voir quelles étaient nos pratiques culturelles et aujourd'hui, comment nous vivons ce carême. Alors, le carême, c'est quoi? 2 choses. Et ça, je m'adresse aux jeunes élèves. J'ai eu la question il n'y a pas longtemps. Le carême, c'est à la fois un même mot qui va signifier 2 choses différentes. Une saison. On parle de saison du carême, la saison sèche. Oui, café chaud. Mes petits élèves de l'école. Panier la pluie. Panier la pluie, café chaud. Oui. Et aussi une période religieuse, une période de culte qui va commencer à partir du mercredi décembre. Pour les catholiques. Oui. À partir du mercredi décembre. Alors, la particularité dans les Antilles françaises, en tout cas que je connais, c'est que cette pratique catholique, qui a été amenée par l'Occident, par les catholiques, a une interprétation particulière. Et même les non-pratiquants, on se rend compte qu'à la longue, mais tout compte fait, pendant carême, ils font un petit peu plus attention à leur mode de vie, ils font moins ce bonbon, si on a envie de dire. Les boîtes de nuit sont fermées pendant le carême? Absolument. Oui. Pas ni bal, non plus. Pas ni bal. Donc, même si c'est mon pas chrétien, on voit à quel point cette pratique de l'Église, finalement, a eu un impact assez fort sur nos messes et l'habitude. Et comment nous, même sans être chrétiens ou pratiquants, ma foi, nous avons appliqué et nous avons dit c'est vivation en nous, gens nous avons pratiqué carême. Donc, il commençait le mercredi décembre, après le mercredi décembre. Ici, le carnaval, mais oui, mais ici, nous, on est exception. Oui. Il ne peut pas commencer mercredi décembre, tout le monde en vidé. Il a commencé le jeudi. Oui. Donc, encore une exception. C'est exceptionnel à Guadeloupe, ça? Absolument. Même en Martinique, il n'y a pas. Pareil, son pape qui décidait ça. Qui décidait ça, parce que c'est mon natal dans tel état aussi, après vidé. Oui. Donc, voilà. Donc, il va commencer à partir de là, et ce, jusqu'au samedi Gloria. Alors, le samedi Gloria, c'est qui temps exactement? C'est le samedi après le vendredi saint. Donc, demain, c'est jeudi saint, normalement? Mais aujourd'hui, on est jeudi saint. Non, mercredi, jeudi. Non, demain, on est jeudi saint. Demain, jeudi saint, voilà. vendredi saint, et samedi Gloria. Samedi Gloria. Oui. Voilà. Là, samedi Gloria, ça veut dire tout petit. Alors, attention, 40 jours de carême. Oui. Et on a 40 jours de carême pendant lesquels il ne fallait pas boire, il ne fallait pas danser, pas de jouer de la musique. En fait, c'était un moment d'introspection sur soi-même, de retour à soi. Et pas de bal, pas de mariage, pas de baptême. Pas de mariage, même pas de mariage. Parce que vous pouvez pas faire la fête. Ah ouais, on va rester un petit peu logique. Oui, mais bon, ben non. Donc, pas de baptême. Donc, et le point culminant du carême commençait avec le dimanche des Rameaux, la semaine sainte qui commence avec le dimanche des Rameaux, dimanche dernier. C'était dimanche dernier. Dimanche dernier. Donc,
là, on était déjà en pénitence, mais la Semaine Sainte, tu redoubles d'efforts sur tes privations et surtout sur prier plus, être plus tolérant, plus à l'écoute de l'autre. Oui. Finalement, c'était pas si mal. Non, ne pas boire d'alcool, ne pas manger de viande, faire abstinence de chair. Et de toutes les chairs. Toutes les chairs. Ah, certainement. Donc, on mange davantage de poissons. Oui. Et certaines personnes, même le vendredi du carême, pas le vendredi saint, jeûnaient, mangeaient que du pain et de l'eau. D'accord. Voilà. C'était assez compliqué, j'avoue. J'ai connu encore des personnes qui sont encore en activité, qui, pendant le carême, le vendredi, se nourrissaient que de pain sec et d'eau. D'accord. Hein, je pense à une de mes directrices en particulier, qui, pendant toute la période du carême, se nourrissait que de pain et d'eau. Pain et d'eau. Ah, voilà. Que le vendredi, c'était... Elle perdait du poids à ce non, moment-là. mais c'était que le vendredi. Ah, que le vendredi. C'était que le vendredi. Donc, alors, ce carême, il a commencé dimanche des Rameaux, puis il y a la caïban des Simon, voilà, et le jeudi saint, il y a la veillée. Le vendredi saint, c'était le point culminant du carême. Parce que le vendredi saint, les gens ne buvaient pas. Même les gens ne travaillaient pas. Parce que tu étais censé rester et à prier. Tout était fermé. Ouais. Alors, j'ai lu que même les gens ne clouaient pas. Ah bon? En pensant à les clous de la crucifixion du Christ. Ouais, voilà. Donc, et les gens mangeaient à minima. Donc, toute la matinée du vendredi saint, on préparait la pâte à akra, on bougeait le moins possible. Pendant cette semaine, les cloches se taisaient. Donc, les cloches de l'église ne sonnaient plus. Et c'est les raras, donc les crécelles en bois, une espèce de crécelle en bois, que les enfants de chœur agitaient, tournaient dans les rues du bourg de la ville pour annoncer les heures, parce que les cloches étaient taisantes. Donc, les raras passaient pour annoncer midi, 15 heures. Et d'où vient l'expression « ou qu'à parler qu'on rara semaine sainte ». D'accord. Le rara, donc, c'est un outil. C'est une crécelle. C'est une crécelle. Ça n'existe plus. J'en ai vu. Les crécelles n'ont peut-être pas le même usage, mais en tout cas, c'est un petit instrument de musique qu'on utilise encore. Ouais. Et puisque les cloches étaient taisantes, ces crécelles faisaient office et naturellement, Danick, les enfants de chœur s'en amusaient extrêmement. Moi, j'ai de beaux souvenirs d'enfants de chœur avec leur crécelle. C'était pas triste. Hein? Voilà. Donc, à 15 heures, tout le monde va au chemin de croix. D'accord. Tout le monde va au chemin de croix. Qui ouvre pas, qui ou gêne, qui a voté, qui a traité, ou qui au chemin de croix. Et c'était long. Alors, j'ai des souvenirs d'enfants, c'était long, il faisait chaud. On était coincés dans l'église parce qu'il y a énormément de gens ce jour-là. Et à la fin de ce chemin de croix, à 18 heures, on quittait l'église en silence. En silence. Ouais. Et là, les cuisinières entraient à la maison pour préparer quoi? La Akra de Malanga. Akra de Malanga. Voilà. Ouais. Donc, ce jour-là, c'était Akra de Malanga. Dans certaines familles, on y ajoutait un petit peu de morue, oui. Mais c'était rare. Donc, l'Akra de Malanga qui allait constituer l'essentiel du dîner du soir. Alors, aujourd'hui, je vois, on fait Akra de Malanga et on fait bonbons d'Akra de Malanga, en avoir mal au ventre. Non, non, non. À l'époque, c'était pas ça. Tu mangeais 3-4 Akra et c'était tout. C'était tout. Donc, même ce vendredi saint, tu balayais pas ta maison. Ah, il ne fallait pas balayer. Tu restais sur toi-même. Et quand tu balayais ta maison, ta poussière, oui. Tu la gardais. Ah, pour pas te jeter poussière. Ah, non. Parce que cette poussière du vendredi saint avait un pouvoir particulier. S'il pleuvait ce vendredi saint, quelque chose. Les gens récupéraient l'eau de pluie de ce jour-là parce que pour eux, elle avait un caractère béni, un caractère divin. Et tu gardais cette eau bénie, cette eau du vendredi saint, dans des petites fioles, dans les coins de ta maison pour protéger ta maison du mauvais sort. Alors, est-ce que tu sais, parce qu'on m'a dit ça, que si tu voulais faire un petit monstre,
C'était le vendredi. Alors, ça va... Oui, j'y venais, Absolument, j'y venais. Alors, ça fait partie, tu as vu, j'ai mis un peu plus loin, les mythes et les légendes. Ça fait partie des mythes et des légendes les plus en vogue, parce qu'il y en a beaucoup. Les deux qui reviennent le plus souvent, c'est l'œuf du vendredi saint et l'histoire de Hugh Langland. L'œuf du vendredi saint, c'est que un humain, un homme, pouvait prendre un œuf ce jour-là, le mettait sous ses bras à couver 40 jours, et que cet œuf se transformait en petit monstre. Le petit monstre, c'est bien ça. Voilà, un petit monstre. Mais c'est l'œuf qui se transformait en petit monstre. Un petit monstre sur lequel tu avais pouvoir et qui pouvait accomplir tout ce que tu lui demandais. Oui. Alors, j'ai posé la question à quelqu'un qui m'a dit, le petit monstre pouvait te donner de l'argent, si tu voulais. Comme des malheurs. Oui, et des malheurs. Et pour se débarrasser du petit monstre, tu sais comment on faisait? Il fallait sacrifier, il fallait sacrifice. Il fallait aller à la mer, sans se retourner, et jeter le petit monstre. Alors, non. Ça, c'est une partie. C'est une partie du petit monstre. Pour se débarrasser du petit monstre, il fallait faire un sacrifice. Il fallait faire un sacrifice, carrément. Tu promettais au petit monstre quelque chose, et il fallait faire ce sacrifice. Ensuite, tu prenais, comme tu as dit, l'œuf, tout ça, tu le jetais dans la mer sans te retourner. Mais en amont, tu avais déjà fait ton sacrifice. Et la deuxième histoire dans la mythologie qui revient plus souvent, c'est l'histoire de Hugh Langland, qui est un chasseur un petit peu téméraire, qui défiait un petit peu les règles, qui a décidé d'aller chasser un vendredi saint, malgré les recommandations de sa mère. Donc, il part chasser et dans la forêt, il tombe sur un oiseau blanc, majestueux, qu'il n'avait jamais vu dans le coin, et il tue cet oiseau. Oui. Et quand il tue cet oiseau, il le mange, il le fait rôtir et il le mange. Et quand il mange cet oiseau, en fait, cet oiseau a des pouvoirs maléfiques dans son ventre, qui l'oblige à aller à l'église pour se convertir et faire expier ses péchés, qui l'oblige à aller au cimetière où il sera enseveli. Le mythe, la signification de ce mythe, c'est qu'il a transgressé les règles du vendredi saint. Donc il est puni. Il est puni, et cet oiseau, en fait, représente la Vierge Marie, et représente aussi sa mère à lui, qui a enfanté. Donc, tu vois, double punition pour avoir transgressé un code. Voilà. Donc, si c'est une histoire qui revient assez souvent. Alors, les deux histoires qui reviennent le plus souvent dans les histoires du Vendredi Saint, c'est l'histoire du petit monstre. L'œuf. Alors, il ne s'appelle pas le petit monstre, on trouve sur l'œuf du Vendredi Saint. Et l'histoire de Hugh Langland. Voilà. Donc, les jeunes générations, cherchez dans les contes et légendes des Antilles, vous allez trouver ces deux contes qui sont bien écrits. C'est un vrai plaisir. Je vous recommande de les lire. C'est dommage que je n'ai pas une chronique conte. Je serais revenue sur ces contes avec nos jeunes générations. Alors, pour terminer, j'espère que vous avez retenu à quel point le vendredi saint, le carême de l'époque est loin du carême que nous vivons aujourd'hui. Parce que par exemple, toute la semaine sainte, j'ai travaillé. Aujourd'hui encore, j'ai travaillé. Ce qui ne se faisait pas avant. Et forcément, quand tu travailles, tu es en activité, tu as moins le temps, tu es moins focalisé sur cette partie spirituelle. Donc, pour terminer, il y a une conférence très intéressante qui sera donnée par Marie-Hélène Lomuno, justement, sur ce vendredi saint, expliquer l'écart qu'il y a entre la religion et le mythe, superstition ou pratique religieuse. Donc, ça se fera le vendredi saint sur la plage des Galbas. Donc, je pense que ça va être une conférence intéressante. Et puis, un petit proverbe, on dit « aux abois qu'on l'y fait en semaine 7 ». D'accord, noté. Ouais. Bien, merci pour tout ce déroulement de la Semaine Sainte dans la religion catholique. Et on retiendra donc le rara. Le rara Semaine 7. Le rara, le gland-gland. Le Hugh Langland, c'est le Hugh Langland et l'œuf du vendredi saint. L'œuf à vendredi saint qui donnait le petit monstre. Merci en tout cas
pour toutes ces choses qui sont intéressantes pour notre culture, finalement. C'est l'habitude en nous, qui nous veut pas, même si on peut être catholique, pas catholique. Voilà, il ne faut pas qu'on le vive comme une superstition, mais il faut qu'on le vive comme une pratique. Et c'est quand même, mais c'est l'habitude en nous, croyant-disant nous. Et on oublie, dit quand même, ti malangala, enfin ti akra malangala, ils vont tout bon. C'est akra ou marinade? Alors, on a dit akra, on a dit marinade à malanga. Oui. Donc c'est plutôt marinade à malanga. C'est marinade à malanga. Ouais. Bien, ben nous notons ça. 13h25, merci. Et bon samedi, Gloria. Oui, mais vendredi, c'est un akra là. Donc, comme bien, mais vendredi, c'est aussi. OK. Alors, moi, le vendredi saint, je profite pour raconter ces histoires aux jeunes de ma famille. Oui, et c'est bien que de faire la transmission. On revient à l'actualité. Vernissage à Petit-Bourg, terre d'ombre et voyage de lumière. C'est un reportage de Vianney Valverde. Et c'est Jean-Marc Louis qui a organisé ça. C'était à Petit-Bourg. On regarde. Nous sommes au foyer socioculturel de la ville de Petit-Bourg, qui est un lieu dédié à la culture, aux expositions. Et là, nous sommes à l'exposition des œuvres de l'artiste Jean-Marc Louis. Nous avons voulu que Jean-Marc sorte de Grande Savane pour nous rejoindre ici dans le bourg, parce que nous voulons que cet espace-là soit réservé justement pour l'expression de nos différents artistes locaux. Et nous voulons continuer à le faire et surtout permettre à nos enfants, au-delà des adultes que nous appelons à venir découvrir. Nous aurons aussi des écoles qui passeront cette semaine avant la fermeture des classes pour la fête de Pâques. Donc nous aurons l'occasion de recevoir nos enfants, nos jeunes, accompagnés de leurs enseignants. Le thème que j'ai choisi depuis un petit moment, c'est Terre d'ombre, voyage de lumière. C'est pour un petit peu montrer mes débuts. Je suis venu dans l'art plus comme thérapie qu'autre chose. Et je suis tombé fou de cette discipline, de cette pratique, qui m'a permis de devenir passionné, donc de travailler tout le temps, de développer ce que je suis et d'extérioriser, d'exorciser ce qu'il y avait à l'intérieur de moi. Et le travail d'aujourd'hui, c'est de montrer effectivement que grâce à ça, j'ai fait un voyage qui m'a emmené vers la lumière, que je n'ai jamais vraiment perdu de vue, parce que même si on est dans un tunnel et qu'on voit une lueur au loin, il faut tout faire pour s'en rapprocher. Et c'est ce que l'art m'a permis de faire. Ça m'a évoqué la nature parce qu'il y a beaucoup d'œuvres en bois, il y a des graines de café, des feuilles. Donc ça m'a inspiré la nature, le bien-être. Il n'y a pas ici que des planches de dessinateurs, mais il y a des œuvres vraiment créées à partir de notre végétation, à partir de notre bois, à partir de nos bois pourris, de nos bois flottés, comme on dit justement. Donc nous ferons de sorte pour pouvoir inviter tout un chacun à venir. Donc Petit-Bourg, c'est un territoire d'art et nous sommes fiers de pouvoir contribuer à tout ça. Voilà, 13h28, on prend la dernière pause et on se retrouve tout à l'heure avec Joël Damas, Litoul Dol. On va écouter un petit son de Litoul Dol là tout à l'heure et Tyranti. À tout de suite, restez avec nous, Papati. Il est 13h34, nos invités sont là et notre invité, Joël, bonjour. Bonjour. Tout va bien? Tout va bien. Tout va bien. Il y a une exception aujourd'hui. Alors, c'est envie de lecture ou envie d'écriture? Ou envie de vivre? Envie d'écriture, envie de vivre, envie de lire, envie... Je vais appeler la chronique envie, comme ça sera plus simple. Bon, en tout cas, tu vas nous présenter tes invités tout à l'heure. Je fais un petit retour rapidement sur l'actualité. Alors, on a parlé depuis tout à l'heure du migrant de parole à Mornalo, c'était un reportage de Michel. Il y a une grève dans le sud Bastère et ça s'introduit, les gens sont mobilisés. On est allé tout à l'heure à Petit-Bourg, il y a aussi une exposition Voyage de lumière terre d'ombre de Jean-Marc Louis. Et on est un petit peu plus tard sur le bateau avec Maurice Cessé, puisqu'il est en croisière.
et en bas là, ben, une bonne musique. Bon, pour l'instant, on revient à Joël. Joël, explication, pourquoi il y a un homme sur le plateau? Pourquoi un homme? Oui. Alors déjà, est-ce que tu sais que tu as une part de féminité en toi? Est-ce que tu sais que toute personne, femme ou homme, a les deux parties? Le yin et le yang. Le yin et le yang. Très important. Et pour moi, dans la vie d'une femme, il peut y avoir un homme, et si on ne comprend pas la femme, eh ben, on ne peut pas se comprendre. Avant, derrière chaque homme, il y a une femme, mais c'est l'inverse maintenant. Non, c'est pas l'inverse. Pour moi, c'est un échange. Pour moi, c'est une équipe, en fait. C'est une équipe. Bien. Alors, présente-nous tes invités parce que je ne les connais pas théoriquement. Alors, j'ai invité d'abord une femme. Oui. Une femme, donc, Little Doll. Oui. Voilà. Bien connue, hein. Très connue, que j'ai connue sur les réseaux. Sur tous les réseaux. Oh, bah, je dois donner tout ça. C'est vrai, enchanté. Voilà, donc artiste dancehall, et puis sur les réseaux, un message positif. Ouais. Moi, voilà. J'ai invité 2 personnes de réseau, là. Mais pas que de réseau, hein, pas que de réseau. Ils sont aussi dans la vie normale, ils sont des gens comme nous, hein. Ils ne sont pas que sur les réseaux. Et j'ai invité également Tigran. Monsieur. Que j'ai découvert. Ah, tu as découvert? Oui, j'ai découvert. J'ai découvert alors. Pardon? J'ai découvert. Il est couvert aujourd'hui, regardez. Je le connaissais déjà, lui, par contre. Alors, comment tu les as rencontrés, ces gens? Alors, Little Doll, je vais commencer par elle. Donc, comme j'ai dit, sur les réseaux, déjà parce qu'avec ses messages positifs, avec énergie, enfin, bref, quand j'écoutais ces messages, vraiment, on peut passer une mauvaise journée. Quand je tombais sur ces vidéos, je disais, oh, l'énergie positive, oh, l'énergie positive. Donc, pour moi, c'était quelqu'un que j'aurais voulu rencontrer, et j'ai eu la surprise cette année scolaire. Ouais, année scolaire. Je me retrouve dans la salle des profs à la rentrée et j'entends une voix. Je dis, mais je connais cette voix. Et là, je regarde la personne, je fais... Hein? Et il se trouve qu'elle travaille avec aussi des élèves en situation de handicap. Et elle était dans mon école. Et encore mieux, elle s'est retrouvée en cours d'année dans ma classe. Voilà, là on est... Donc là, c'était pour moi quelque chose d'extraordinaire et vraiment une belle connexion. Et on parle d'écriture, c'est vraiment quelque chose qu'on partage aussi. Oui. Et je trouve ça juste extraordinaire. Pour moi, c'est quelqu'un de vraiment... c'est une artiste complète. Elle fait... Je vais la laisser parler d'elle parce que c'est pour moi une révélation, vraiment. Parce qu'au-delà des réseaux, comme on dit, il y a la personne. Et certaines fois, quand on voit quelqu'un sur les réseaux, on se dit, est-ce que la personne est comme elle est? Et en fait, elle est vraiment comme ça. Le rire, il y a tout, en fait. Il y a, voilà. C'est quoi l'écriture pour toi? Eh bien, l'écriture, ça me permet d'extérioriser, en fait, ce que je ne peux pas faire verbalement. Parce que moi, déjà, il faut savoir que mon arme, c'est ma voix. Oui. Ah oui, je parle, mon chakra gauche, c'est le plus développé, il faut que je parle. Mais du coup, il y a certains moments où peut-être que, en fait, c'est mon corps qui veut me parler, ou mon esprit, je ne sais pas, mon âme peut-être. Alors à ce moment-là, j'écris. J'écris pour moi. Je m'écris. Et du coup, j'aime bien dessiner aussi de temps en temps, voilà. Et moi, ça m'aide beaucoup à comprendre qui je suis, parce que je suis dans une recherche perpétuelle de moi-même. Je suis de ceux qui croient qu'on a une mission de vie. Donc, du coup, voilà, je recherche vraiment à comprendre la mienne pour l'appliquer au mieux. Et du coup, le fait d'écrire, ça me permet justement de comprendre mes émotions, de les gérer aussi différemment, d'aller en profondeur sur ma personne, parce que on a notre bagage émotionnel, hein. Regardez, on a notre famille, on a tous ces liens-là qu'on doit se détacher d'eux, hein, entre guillemets. Et voilà, hein, l'écriture, en gros, au-delà de chanter, ça me permet de me faire du bien. Parce que Joël dit souvent l'écriture, c'est une espèce de thérapie. C'est vrai, c'est vrai. Je suis totalement d'accord avec ça. Parce que j'ai déjà reçu des messages, hein, enfin quand je te dis des messages, c'est-à-dire je ne savais même pas que je faisais des poèmes. C'est récemment là que j'ai commencé à écrire des poèmes, entre guillemets. Et c'est des choses qui te parlent vraiment et qui te libèrent, en fin de compte. Par moment, ça m'arrive de finir d'écrire une phrase et de me mettre à pleurer, en fin de compte. Juste en lisant le truc, débuter qui a impressionné moi-même, je me dis, oh, qu'est-ce qui t'arrive là? Pourquoi tu pleures sur ça? Mais c'est pour te montrer les mots qui guérissent les mots, en fin de compte. C'est-à-dire que là, peut-être qu'à rentrer dedans tellement profondément, tu le sens pas, mais c'est comme une médecine, une thérapie intérieure qui se passe, là, regardez que, voilà, ça guérit, en quelque sorte. C'est exactement ça. Tu confirmes.
Oui, je confirme. Je confirme le côté libérateur et le côté aussi, on n'a pas conscience de certaines choses. Et quand on les met sur papier, on est soi-même surpris, en fait. Et on découvre qu'on a soit un talent pour l'écriture, soit on découvre qu'on a des choses cachées. Enfin, c'est vraiment multiple, en fait. C'est pas que sur l'art de l'écriture, c'est aussi sur soi qu'on découvre des choses. Et c'est là que je trouve ça vraiment magique. Et en plus de ça, elle, ce qu'elle ne dit pas, c'est que oui, elle écrit des poèmes, oui, elle écrit des paroles, pas plus tard que là, tout à l'heure. Oui, comme je dis, je lâche. On lui a envoyé un est. Oui, jamais été son là. Elle a déjà écrit, elle écrit tout le temps. Et elle écrit en plus aussi avec son âme d'enfant, je dirais, parce qu'elle a créé une petite histoire que je la pousse à publier quelque part, parce qu'elle a créé l'histoire avec des outils pour les enfants. J'ai trouvé ça juste extraordinaire. Elle a vraiment, pour moi... l'écriture dans tous ses états, en fait, je vais dire. C'est vrai que la maîtresse alors, je vais l'appeler la maîtresse parce que c'est le contexte scolaire qui fait ça. Mais c'est vrai qu'elle m'a donné l'opportunité, justement, de présenter mon histoire, entre guillemets, à des enfants en difficulté. Et quand j'ai vu le regard des enfants, l'attention même... Sincèrement, l'activité qui a suivi, les enfants sont restés concentrés et tout parce qu'ils avaient compris l'histoire et que c'était vraiment en relation. Donc, ils savaient quoi faire. Non, j'ai trouvé ça génial. Et on y travaille justement à faire ça sortir parce que c'est quelque chose qui peut faire du bien, je pense. Donc, en dehors de la musique, de la chanson, il écrit, il y aura maintenant... livre pour enfants, livre pour adultes, regardez ça déclaré. Et autres. Ah oui, projet. Oui. On a un projet. On a un projet qu'on doit préparer. On peut avoir un petit extrait du son de son clip qui a cartonné. Il y a plein de choses, finalement. Moi, tout est cacré. Merci. Positif en énergie, l'étoile dans le kinon, ouais. Mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? Non, mais franchement, qu'est-ce que tu crois? Je t'ai dit, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? C'est vraiment du n'importe quoi. Tu n'es même pas exemplaire, mais tu t'occupes de mes affaires. Mets-toi de ton derrière si tu n'as vraiment rien à faire. Déjà, tu n'es pas ma mère, tu ne fais rien pour moi. D'ailleurs, quand j'ai besoin d'argent, je me sers de ma carte bancaire, mais leur a dit, tu es bien culotté. À part me surveiller, t'as pas trouvé un autre métier. Voilà. Il faut changer ton comportement. Change ton comportement pour faire honneur à ta maman. Mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? Non mais franchement, qu'est-ce que tu crois? Je t'ai dit, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? C'est vraiment du n'importe quoi. Je n'aime pas le macrélin, ça me rend vulgaire et sauvage. Voilà. Les petits poméras, sincèrement, c'est pas de mon âge. Quand je veux manger et boire, c'est pas toi que je viens voir. Alors pourquoi tout ce que je fais, tu as envie de le savoir? Je ne comprends pas, tu n'es pas mon papin. Je fais ce que je veux, ma vie ne te concerne pas. Il faut changer ton comportement. Change ton comportement pour faire honneur à ta maman. Mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? Non mais franchement, qu'est-ce que tu crois? Je t'ai dit, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? Attends, qui m'a fouillé ça? Ouais, pourquoi on va faire ça? Combien l'état cabao par moi? Genou en dos, en moins les soirs, les midis, les matins. Ouais, descend là, si moi, on fait, on souhaite, ou on chalet. Les potes des autres, ou j'en enlève. Mais pas pour l'on fait, si moi. Bandou ça, ou trop aimé faire ça. Aucun qui veille, moun, comme si dirait, ou c'est la loi. Pourquoi tu as fait ça? Comme ça, il fallait dénoncer cette histoire de Logati. Alors, je reviens vers toi. Alors, il y a un homme aussi. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi j'ai fait ça? Parce que nous sommes, j'ai envie de dire, nous sommes hommes, femmes. Si on n'a pas conscience de ça, justement, on aura tendance à mettre les femmes d'un côté et les hommes de l'autre. Oui. Et si on ne se comprend pas, comme j'ai dit tout à l'heure, l'autre, si on n'apprend pas à se connaître, nous hommes et nous femmes, ça ne fonctionne pas. Et on est dans des clivages, on est dans des stéréotypes, dans l'homme doit faire comme ci, la femme doit faire comme ça. Et j'avais envie de casser ça, en fait, aujourd'hui. J'avais envie de casser ça. Et Tyron, je l'ai rencontré, en fait, dans une radio, c'était un studio radio où je devais nous présenter un événement que j'avais avec Gladys Gillot. Et il était là. Et on a engagé la conversation et franchement, on s'est entendu sur beaucoup de sujets. Et il s'est trouvé qu'après, en fait, en discutant avec Little Doll, du coup, je me rends compte qu'ils se connaissent et je vois qu'ils sont... Je dis, mais en fait...
Alors j'ai dit, mais j'ai bien envie d'inviter un homme, et pour moi, c'était lui, parce que quelque part, le courant était passé. Et effectivement, on s'est rencontrés, donc j'ai souhaité le rencontrer avant, en fait, de faire la chronique, puisqu'il me fallait quand même le connaître, j'avais pas arrivé, voilà. Et j'ai découvert quelqu'un avec qui j'ai un point commun qui m'a marqué quand on a discuté, c'est l'écriture des lettres, en fait. Oui, tu m'as dit ça. L'écriture des lettres plus jeunes, les lettres pour communiquer avec l'autre, en fait. Le côté où j'ai envie d'écrire à une fille pour lui déclarer ma flamme. Et le côté pour lui écrire la lettre, mais aussi qui montre aussi que tu as peur en fait d'affronter peut-être la personne. Et tu te dis, bon, je vais écrire une lettre et finalement, ça met plus de stress, finalement. Comme tu me disais, ça met plus de stress. Mais l'écriture est dans sa vie, oui. L'écriture est dans sa vie, n'a pas toujours été, mais elle l'est maintenant. Et oui, je vais te laisser. C'est qui fait de belles choses. Oui, mais quand même, je me suis renseignée, j'ai écouté, il fait de très belles choses. De très beaux slams avec des paroles très puissantes. Oui, c'est vrai. Vraiment extraordinaire pour moi. Et c'est... Oui. J'ai eu un appel hier de notre métamonio qui me disait, tu fais quoi? Tu chantes, tu slams ou tu rappes? Oui. Moi, c'est la question même que je me posais. Voilà. Aussi, et je m'exprime sur le support comme il faut, en fonction de mon flow. J'aime beaucoup le rap, j'aime beaucoup le slam. Et j'étais en train de faire avec cette personne la dissociation, mais après avoir accroché, bien évidemment, je continue de réfléchir à la discussion et je me rends compte que tu vois, pour casser, c'est moi qu'on va appeler. Tu vois, pour casser un clivage, ce sera... Oui, je suis une espèce de bulldozer. Dès qu'il y a un changement dans la vie de quelqu'un, je suis là. Donc, l'écriture, effectivement, lorsque j'étais plus jeune, je me rappelle de cette période de CE1, CE2, et que j'avais quelque chose à dire à une fille, j'étais pas forcément à l'aise. Donc, je passais par l'étape, le petit mot, et j'étais même pas capable d'aller donner le mot à la personne. Il fallait que je estimable, tu la vois demain, tu peux donner ça pour moi, s'il te plaît. Après, ton cœur bat pendant une semaine. Est-ce qu'il l'a remis? Il n'y a pas encore de téléphone pour demander au gars. Alors, t'as fait passer le truc, donc il fallait attendre en fonction des... Et tu faisais ça avant les vacances pour être sûr que... Donc, tu avais pendant 2 semaines à attendre avant que la fille te regarde mal à la rentrée, qu'elle ait fait ça à toutes ses copines. Donc, pour moi, l'écriture, ça a été ça d'abord. C'est-à-dire, pour moi, que c'était une façon de, honnêtement, me cacher. C'est-à-dire que j'ai des choses à dire, mais ne pas les affronter. D'accord. Donc, finalement, en grandissant, je m'en suis servi pour... Tu disais en écrivant, en fait. Oui, tu dis en écrivant, mais en fait, pourquoi ne pas aller au-devant? Ouais. Tu vois, écrire, oui, mais... Aujourd'hui, je vais chanter, je vais m'exprimer sur une scène, par exemple, où les gens vont me voir, etc. Donc là, c'est pas la même démarche que de se cacher. Donc l'écriture sert pour moi, dans un premier temps, à structurer une idée. J'aime être compris, j'aime être clair dans ce que je dis, j'aime qu'il y ait une intro, un développement, une conclusion. Donc je structure mon idée. Ensuite, ça me permet également de voir que, ah mais je raconte n'importe quoi. Ou le raisonnement ne va pas au bout de là où je voulais l'emmener. Donc, je retravaille, je reparle avec mes moi intérieurs. Et puis, au bout d'un moment, effectivement, c'est structuré. Là, je peux affronter un public, je peux affronter une scène où je peux carrément poser... parce que c'est embêtant lorsque tu es artiste, tu as posé ton son, c'est sorti et après, tu reviens dessus, tu te rends compte, mais... C'est pas carrément quelque chose. Donc là, ce sont des choses qui, justement, l'écriture me permet, moi, de structurer quelque chose avant de le faire sortir. Puisque je ne suis pas que dans la musique, je suis également dans le design. Donc, je dessine. Donc, il faut que les choses aient une forme, il faut que les choses aient une cadence, une mélodie. Même dans les objets, je trouve qu'il y a une mélodie. Ils sont beaux à regarder et je sais pas, il y a quelque chose de chantant dans le design, de manière générale. Par exemple, tes lunettes, quelque part... Tu exprimes ton côté artistique, il y a une écriture, il y a une signature, tu vois. Et tout ça, pour moi, ça fait un tout. Rien n'est à dissocier chez l'humain, tout forme un tout. Et donc, l'écriture, le design, j'aime pas dire que je crée, je suis plutôt de nature à dire que je suis inspiré, donc qui témoigne de ce qu'il y a autour de lui. Donc, je me sers de mes inspirations pour pouvoir produire quelque chose. Et l'écriture sert à ça pour moi, c'est beaucoup de structuration. Et ensuite, maintenant que je n'ai plus à me cacher, donc à m'affronter moi-même dans un premier temps, puisque comme Little disait tout à l'heure, on se découvre. On voit justement que
ah mais j'écris n'importe quoi, ou bien j'ai été trop loin, ou je suis un petit peu trop dur, ou... Donc, il faut que je retravaille ça. Je ne peux pas dire ça à quelqu'un. Donc, d'être honnête avec soi au moment d'écrire pour ensuite lâcher le verbe. Et tu penses un jour publier un bouquin? C'est quelque chose qui m'intéresse. Dès que tu as rencontré cette dame, comment dire que tu es dans une barbe, hein? Je rame. Non, moi j'accueille. Il n'y a jamais de... La vie est belle quand on sait l'accueillir. Il n'y a pas d'opposition. Au contraire, en plus, c'est une très belle femme. Hein? Donc, c'est pas désagréable du tout, tu vois. Mais non, mais je sais que si elle est là, tu as bon goût. Pas essayer ainsi, moi, oui. Ouais, on a vu, c'est carré, c'est une très belle femme. Bon. Noire. Oui, bon, je ne dis plus rien. Je ne dis plus rien. Joël, tu as la parole. Hein? Bon, sauf moi. Je te sauve, mais alors si on peut passer justement des extraits de ce qui fait Tyran, ça serait super parce que comme ça on aurait vraiment le son sur le verbe en fait. J'ai une cuillère, vas-y. Et les autres. Je ne me souviens plus avoir tenu tes mains, très cher père, très cher père. Je sais très bien que lorsque je le ferai, ce sera la fin, ce sera la fin. Je pense qu'on a voulu se dire sans jamais trouver les mots. Peut-être qu'il était trop tôt et ça aurait pu être pire. Un jour je comprendrai sûrement entre nous le vide présent, absent bien qu'étant. On s'est manqué souvent. Je ne me souviens plus avoir tenu tes mains, très cher père, très cher père. Je sais très bien que lorsque je le ferai, ce sera la fin, ce sera la fin. J'ai grandi en ne voulant pas être comme toi. J'ai mûri tout ce que j'ai encaissé de toi. Et c'est fou ce que je te ressemble. T'es mon père, c'est une évidence. Même pour mettre des distances, on a creusé ensemble. Je ne me souviens plus avoir tenu tes mains, très cher père, très cher père. Je sais très bien que lorsque je le ferai, ce sera la fin, ce sera la fin. Très jolie chanson, très émouvant. Alors oui, parce que je suis restée scotchée, parce que c'est vrai que c'est beau. Ben voilà, là, alors tout le monde pleure sur le plateau, j'essaie de ne pas faire rouler le maquillage. Alors, et ça, en fait, ça a d'autant plus de résonance pour moi, parce que Élodie de... bien, Little Doll... de par les poèmes qu'elle m'a montré qu'elle a écrits, et lui de par ses paroles, mais juste, moi j'ai juste envie de voir ça, enfin par écrit en fait. Ça peut juste faire l'objet d'un recueil, parce que même quand on lit les paroles, on a l'impression que c'est une lettre en fait. Avec elle? Oui, mais en fait, voilà, j'ai déjà... Parce elle écrit, elle crée super, elle fait des choses superbes, on peut pas tout dire là, parce que le temps est parti, vraiment, mais j'ai lu des trucs d'elle, mais c'est juste extraordinaire. C'est avec le cœur, et ça aussi en fait, donc... Non mais Tyran, si je peux me permettre, Tyran, moi je l'ai découvert il y a longtemps, j'ai beaucoup apprécié le « Et Madame », tu vois, et en fait ce gars-là,
c'est un artiste à part entière, mais je ne sais même pas comment expliquer parce que je suis chargé là, tu es sûr de là, tu parles. Non, mais Timal, je ne peux pas ne pas dire ça. Oui. Parce que tu es level en fait. Tu es level. Sa manière d'écrire, sa manière de. Qui j'en ai dit ça? Mettre en place un projet, parce que pour moi, c'est un projet qui est en tête à eux. D'accord, tu comprends, projet, on sort de tout bien, tête à Bougala. Franchement, c'est maximum de respect. Je suis honorée de ton projet. Non, c'est moi, là, depuis quelques temps, on se croise beaucoup. J'ai vu ça. Ça me permet de capter fort ton énergie aussi. Et ta sensibilité surtout. Tu vois, moi, c'est ce qui m'intéresse chez les gens, c'est en dehors de l'apparence qu'on se donne, tu vois, d'être fort, dehors, bien habillé, bien truc, mais de voir la sensibilité. Et quoi de mieux à travers l'écriture, justement, de quelqu'un qui s'exprime. Très souvent, vu que ce ne sont pas des thèmes où tu vas vers la mode, tu exprimes des choses on sent que ça t'affecte. Et à travers tes réseaux sociaux également, là où elle est très présente, où tu es très présente, on voit que tu fais un travail fort sur toi, malgré ce que tu as déjà vécu. Justement, tu tenses les gens, tu dis des choses graves, tu remets des gens en place, mais en énergie positive. Voilà. En tout cas, Joël, merci. Oui, ben merci. C'était envie d'écriture et de musique. Et de musique, oui. Aujourd'hui, c'était musique et d'amour et d'authenticité, surtout. De tendresse, c'était très beau, très beau. Merci en tout cas. Merci. Voilà. C'est pas la dernière fois, non? Quand tu auras ton recueil de poèmes, il faut venir présenter. Voilà. Et je ne sais pas si je me trompe. Est-ce que c'est toi que j'avais vu une fois avec Dominique Coco? Tout à fait, c'est bien ça. Ouais. J'ai même des photos. Bien. Mais oui. Bien, en tout cas, Tyrone et Nitodol, merci. Merci Joël. Quel bonheur j'ai eu d'avoir cette chroniqueuse. Bon, moi. Oui, c'est vrai, ça n'est pas le dire. Merci. Par hasard, mais vraiment, le hasard fait bien les choses. 10h57, on a écouté un tout petit peu de musique, puisque Maurice, c'est Sous le bateau. Vous allez découvrir ce qu'il nous fait écouter. C'est parti. Nous poursuivons ce reportage sur ce magnifique bateau Costa sur la Méditerranée avec le Typical Pressé. Comme vous pouvez constater à travers nos images, beaucoup de monde, une ambiance chaleureuse, antillaise, comme Typical sait bien faire aux Antilles. Avec moi Virginie, alors poursuit puis Brigitte, la présidente de cette association de Typical Pressé. Ravie ce soir d'être ici. Vraiment très ravie et vraiment de voir que notre public est là. Nous sommes vraiment très ravis. Et puis je pense que Virginie qui nous a soutenus d'être là, je pense qu'elle aussi elle est très contente. Alors, ce qu'on doit dire ce soir, pendant quelques jours, cette salle elle est complètement privée pour Typical Pressé, Virginie. Oui, je confirme qu'elle est vraiment réservée au Typical Pressé, que ça soit aussi bien en privé pour nos fanatiques ou ouvert à tout le bateau. Donc c'est vraiment une fierté d'avoir ce salon chéri et de pouvoir en profiter pendant 5 jours, je vais dire demain après-midi et tous les soirs qui suivent. Kimakuni Typical, Pressé, c'était donc le dernier morceau. Et la fin du ZCL. Merci Joël. Merci à tous les gens qui étaient présents aujourd'hui. On a reçu M. Jacques-Marie Claire qui a sorti un ouvrage à lire, Guadeloupe Regard Croisé, intéressant. José Tioulopin est venu nous parler de la fête du carême, comment ça se passait en temps longtemps. Des petits embâtés sables que moi apprendre. Vendredi, c'est mon gars, mettons en bas, boyau.
et on fait un petit monstre, et petit monstre, tout ça, vous voulez. On va dire ça. Non. Oui, c'était le vendredi saint. Oui, vous pouvez mettre les élans bas. À l'époque, tenir un petit monstre, nous avons les soirs. Regardez, je échappé. Non, l'autre, je vais entendre ça, mais on va dire ça, c'est vrai. Bien, enfin. Et Joël est venu avec ces deux artistes, les tout dans les Thaïlandais, on a apprécié vraiment, c'était super, comme d'habitude. Si on actualité, c'était le migrant de parole à Mornalo, la grève dans les postes à Sainte-Rose, et puis le vernissage à Petit-Bout, et puis on a fini avec Typical, pressé. Voilà, on se retrouve demain. Demain, c'est jeudi Saint, jeudi, pareil. Et après ça, c'est vendredi Saint, samedi Gloria, dimanche Pâques et lundi Pâques. Donc, c'est mardi prochain qu'on ouvre nous. Merci en tout cas à vous deux. Et peut-être je vais vous faire un spectacle ensemble. Moi-même, je dis ça, je dis rien. Tu n'as rien dit. Moi non plus, j'ai rien dit. Depuis quelque temps. Oui. Ah non, mais. Oui, mais on a compris. Little dans le panier hasard dans la vie. Non, jamais. Tout ça est pour café, c'est qualité pour faire. Je ne t'ai pas vu au vide-dressing. Hein? Je ne t'ai pas vu au vide-dressing. Tu m'as pas vu quand? Il y avait un vide-dressing le 5. Mais non, je ne pouvais pas, j'étais pris avec Caribule. Parce j'étais en Caribule. Et il y a vide-dressing à la fin du mois. Ah ben là, c'est notre bulletin là qui est déjà disponible. Voilà. 14h01, c'est fini pour aujourd'hui. Merci d'être avec nous. C'était la réalisation de Yann du PSG. Et PSG a gagné, en perdant, il a gagné. Ça, c'est bien extraordinaire. Bien, à demain, et bon appétit pour manger. Ça t'a étonné, moi, quand même, à 14h. Il finit.